bienvenue sur Alafia TV. Vous suivez actuellement votre émission, votre débat politique Alafia Hebdo. C'est une émission qui est diffusée tous les samedis à partir de 21h15 après le JT en arabe, mais aussi une rediffusion prévue pour le lundi à partir de 11h. Alors aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Amadou Oumar Diallo, il est journaliste. Amadou, bienvenue. Merci. Nous recevons également aujourd'hui Khalil Sarmoï Sissé, il est membre de la CEMAS, la coordination du mouvement Association et sympathisants. Association et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Merci beaucoup. Nous recevons également Seydina Oumar Meiga. Il est le coordinateur national de NTM, nouveau type de Malien. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, on va commencer tout de suite avec la toute nouvelle architecture gouvernementale, un gouvernement qui est mis en place hier, vendredi, dans l'après-midi. C'était attendu en tout cas avant le dimanche, comme annoncé par le tout nouveau Premier ministre, Dr Choguel Kokala Meiga. Alors, le nouveau gouvernement est mis en place. Assimi Goïta a pris le pouvoir. Aujourd'hui, on a constaté que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de membres du M5-RFP. Alors, quelle est votre analyse, votre lecture de ce nouveau gouvernement, Amadou Oumar Diallo? Merci. Ma première lecture du nouveau gouvernement, c'est que d'abord, la mise en place a respecté un certain nombre de principes, notamment le principe de la discrétion au niveau de l'administration. Il n'y a pas eu du tout de fuite. Ça, c'est le premier constat que je retiens. Le deuxième constat que je retiens, c'est que ça a été mis dans le calendrier imparti par le Premier ministre. Donc, on peut dire que le travail se fait vraiment de façon professionnelle. Maintenant, ma première lecture de la composition du gouvernement, comme Choguel l'a dit depuis tout le temps, le M5-RFP et le CNSP en son temps étaient les seules forces de changement. Et par conséquent, il leur revenait de porter le changement. D'accord. Maintenant, les dés sont pipés. Alors, ils ont pris la grosse part du lion, et alors on va les voir à l'œuvre. Maintenant, comme on dit, on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le discours dans la rue, ce n'est pas le boulevard de l'indépendance, ça c'est l'action. En 9 mois, vous pensez que le changement tant attendu par le peuple malien est possible encore avec le nouveau gouvernement-là? Non, ça c'est scéléré. C'est scéléré. Aucun changement n'est d'abord possible que lorsque les hommes acceptent de changer. Et le changement, ce n'est pas un vain mot, c'est un changement de comportement. Des Maliens même? Des Maliens même. Or, tout le problème, c'est là. Peut-être que c'est ce que vous voulez nous dire aussi à travers le nom de l'organisation, de votre organisation, Seydina Oumar Meiga, le nouveau type de Malien. Exactement. Alors, à quoi ressemble ce nouveau type de Malien et quel est ce message que vous souhaitez porter à l'endroit du tout nouveau gouvernement? Comment est-ce que qu'est-ce que vous attendez réellement de ce gouvernement-là en tant que nouveau type de Malien? Merci. Il l'a déjà dit, on ne peut pas avoir un nouveau Mali sans un nouveau Malien. Ça, c'est clair. Alors, ce que je fais en tout premier lieu, d'abord de la lecture de ce nouveau gouvernement, c'est que je vois des hommes et des femmes qui constituent ce nouveau gouvernement, c'est-à-dire des hommes technocrates, c'est-à-dire des vrais travailleurs qui aujourd'hui, leur moralité ne souffre d'aucun doute. C'est qu'avec eux, c'est-à-dire ils poseront des actes concrets, c'est-à-dire qui permettront à ce pays de respirer, d'aller de l'avant et pouvoir aller certainement vers des élections crédibles, transparentes. Vous êtes confiant? Oui, avoir déjà un professeur Ikassa aux réformes, c'est plus qu'un soulagement pour ce pays. Avoir une Founé qui se batte nuit et jour pour ce pays, pour la cause des femmes, pour la cause des jeunes, ça ne peut que donner espoir. Donc, j'ai foi en ce gouvernement, j'ai foi au PM. Maintenant, le hic, ou sinon ce que je me pose comme, ou disons ce que je vois comme souci, est-ce que ces militaires laisseront Choguel travailler convenablement?
C'est là, moi, ma crainte. Sinon, avoir ce gouvernement, avoir le PM... PM... Choguel a déjà posé ses conditions, ou bien... Possible. Les militaires sont imprévisibles. Peut-être Mokhtar aussi, ils avaient posé leurs conditions, ils avaient accepté, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Mokhtar? Alors, juste ma crainte est de savoir est-ce que ces gens-là vont laisser Choguel travailler. Connaissant Choguel, connaissant l'homme pétri de talent, connaissant ce technocrate, connaissant cet homme qui connaît les rouillages du système, qui connaît, c'est-à-dire la gestion de la chose publique, avec des hommes comme les Ikassa qui l'accompagnent, je pense que ce gouvernement arrivera à faire des choses. C'est tout ce que les Maliens attendent de lui, qu'il soit avec le peuple, qu'il informe le peuple. Partant de là, il aura le soutien du peuple. Voilà. Alors, Khalil Samoui Cissé, vous avez entendu les deux réactions par rapport au gouvernement. Vous, en tant que CEMAS, comment est-ce que vous percevez déjà, comment est-ce que vous lisez cette architecture-là? Merci beaucoup, M. Maïga. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer, de faire savoir l'opinion ou sinon le point de vue de la CEMAS. D'abord, je prie pour le Mali en ce jour béni de vendredi et que Dieu nous aide à sortir notre pays du gouffre. Ce qu'il faut d'abord savoir par rapport à ce gouvernement, je commence par mes vives félicitations. Au moins, j'ai reconnu une camarade qui fait partie du gouvernement, qui est Mme Wadidje. Je la félicite. Mais il faut savoir que d'abord, la CEMAS n'a pas été consultée. Ça, c'est très important. Tout dernièrement, nous avons fait circuler un communiqué dans lequel nous avons rappelé le M5-RFP à l'ordre. Dans ce communiqué, nous avons fait mention de la déclaration du M5-RFP à l'occasion de l'anniversaire du M5-RFP, le 4 juin. Donc, dans le 4e paragraphe, il est clairement dit que notre appel au peuple malien, notre premier appel au peuple malien est composé d'un triumvirat composé du mouvement FSD et MK et de la CEMAS qui s'est aujourd'hui substitué au MPJ, qui est le mouvement de Oumarou Diarra. Ça, c'est vraiment une falsification de l'histoire. On l'a signalé et il faut le dire, nous n'avons pas été consultés. Donc, nous n'avons aucun ministre dans ce gouvernement. Donc, ce que nous pouvons faire à partir de là, c'est de prendre acte de la mise en place de ce nouveau gouvernement-là, prier pour ce nouveau gouvernement. Et vous le soutiendrez en tout cas? Non, vous savez, dans ses actions ou pas? En ce qui concerne notre soutien, nous avons été clairs, nous avons été cohérents dans tout ce que nous faisons. Nous avons dit, et je vais le répéter sur ce plateau, que nous allons accompagner la transition, mais sur la vérité. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que quand la transition fait bien, on applaudit. On explique au peuple. Mais quand la transition fait mal, on la dénonce. Qu'est-ce qui est bien pour vous et qu'est-ce qui est mal pour vous? Non, par exemple, quand vous prenez de la manière dont le CNT même a été mis en place, toutes les actions que le gouvernement, les autorités de la transition posent, s'il y a lieu de les féliciter, on les félicite. S'il y a lieu de les critiquer, on les critique. Parce qu'en ce qui concerne le M5RFP... La CEMAS est membre c'est membre du CNT. Il y a Madame la présidente des femmes. Non, je vais vous expliquer, c'est très simple. La CEMAS n'a jamais été membre du CNT. Ça, c'est très important. Donc, les gens qui sont les membres... Parce que Issa Kaoudjim, qui est dans le CNT aujourd'hui, qui est 3e ou 4e vice-président, quand il est rentré au CNT, il n'est pas rentré au CNT avec la couleur de la CEMAS. La CEMAS, d'après ce qu'il nous a dit, la CEMAS n'a jamais reçu officiellement la présidente des femmes de la présidente des femmes, oui, aussi, il est rentré au CNT, il est rentré avec la présidente des femmes. Ok. Parce de que la CEMAS. Auparavant, elle n'est plus présidente des femmes. Voilà, mais auparavant, elle était rentrée pas en tant que CEMAS. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein de la CEMAS. Nous avons expliqué ces problèmes-là lors de la déclaration qui a constitué à chasser Issa Kaoudjim comme coordinateur général de la CEMAS. Nous avons tout expliqué. Nous avons par exemple parlé des déclarations improvisées, des décisions unilatérales qu'il prenait tout seul. Parce qu'en guise d'information, ce que les Maliens ignorent peut-être de la CEMAS, c'est que quand Issa Kaoudjim rentrait, il n'est pas rentré avec la couleur de la CEMAS. Il nous a clairement dit que la CEMAS n'a pas reçu de quota par rapport au CNT. Donc s'il devait rentrer, il allait rentrer avec ses propres relations. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la CEMAS n'a jamais eu de membre au CNT. Et aujourd'hui, il faut le signaler, et la CEMAS n'a pas de ministre au sein de ce nouveau gouvernement qui a été mis en place. Mais cela dit,
nous allons continuer à soutenir la transition sur la vérité. Parce que le porte-parole du M5 RFP, Jamil Bitar, le 15 mai est venu au siège. Ce qui nous lie à Jamil, c'est un accord politique. Et c'est suite à cet accord politique que nous avons évoqué les problèmes liés à la CEMAS, entre la CEMAS et le M5, suite à la déclaration improvisée de Kaoudim. Donc, dire aujourd'hui que la CEMAS ne se reconnaît pas dans le gouvernement, ce n'est pas comme si on est choqué de ne pas y être, mais il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Ce qui s'est passé, il faut le dire clairement, nous n'avons pas été consultés. Aujourd'hui, cette transition, sans nul doute, est l'enfant de la CEMAS d'abord, parce que c'est la CEMAS qui a été la première organisation à démarcher le FSD et le mouvement EMK. C'est cette démarche qui a abouti à la formation de la Troïka. Donc aujourd'hui, la CEMAS représente une vraie force politique, il faut le reconnaître. Et cette transition ne pourra pas se faire sans la CEMAS. Ça, ce n'est même pas possible. On est à 9 mois déjà de la fin de la transition. Non, ça dépend. Hein. Personne ne sait si c'est la fin de la transition. Parce que M. Diallo l'a dit, si on se dit aujourd'hui qu'en 9 mois... Vous êtes prêt à reprendre les marches, les manifestations? Non, bon, en fait, si je dis que nous sommes prêts à reprendre, c'est comme si c'est parce qu'on n'est pas rentré. Non, c'est pas ça, en fait. Okay. Reprendre les marches, ça, vous dire qu'on va reprendre les marches ou pas, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'ai dit, je le répète, c'est très important, que la CEMAS est une force politique, il faut le reconnaître. Nous sommes représentés un peu partout, nous sommes écoutés, nous avons nos militants. En guise d'exemple, même le 4 au boulevard, on n'a pas été, c'est pour une raison bien précise, c'est à cause de cette déclaration-là que nous ne sommes pas partis. Mais les membres de la CEMAS étaient au boulevard. J'ai moi-même fait un appel à la mobilisation. Okay. Bien qu'on a décidé de ne pas partir parce que certains membres du comité stratégique ne voulaient vraiment pas du retour, ne voulaient pas que les membres de la CEMAS reviennent et reprennent leur place au sein du comité stratégique. Alors, Amadou Oumar Diallo, le nouveau gouvernement se met en place dans un contexte politique particulier, dans un imbroglio politique total, parce que les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont toujours voilà, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui réellement le gouvernement souhaite faire et souhaite changer. Rien n'est clair. Il y avait un COS qui a été mis en place, un comité d'orientation stratégique pour changer les choses. On avait un ministère de la refondation. Quels sont les défis réels auxquels ce nouveau gouvernement va faire face par rapport à cette question-là? Le défi réel auquel le gouvernement doit faire face, c'est comment organiser une bonne élection à la fin de la transition. Parce que oublier les réformes. Le temps imparti ne permet pas du tout d'aller à des réformes. Si on le dit, on se lève, ce n'est pas possible. Et mieux pour soutenir ce que j'ai dit, la communauté dite internationale qui nous met la pression dessus n'entend pas ça. Parce que si on doit aller à des réformes, il va falloir qu'on aille vers 24 mois. Et la communauté dite internationale ne veut pas qu'on aille au-delà des 18 mois impartis. Ça veut dire que les réformes vont être remises. Donc, et après peut-être le nouveau président qui viendra après les élections, démocratiquement élu, peut peut-être entamer les réformes. Sinon, il n'y a pas. Et le deuxième défi, ça c'est la vie chère. La cherté de la vie. Alors, comment faire pour amoindrir vraiment les effets sur les populations? Le pays est très très fatigué. La misère, ça ne se dit pas, ça se lit sur le visage de tout le monde. Donc maintenant, le gouvernement doit quand même pouvoir trouver des solutions. Est-ce qu'on est obligé d'écouter, par exemple, la communauté internationale? Est-ce qu'on est obligé de suivre les recommandations? Non, on n'est pas obligé de suivre la communauté internationale, mais on ne peut pas non plus fermer les yeux aussi sur ce qu'elle demande, parce que on ne détient pas, il y a la clé du robinet. Pour bien faire, je veux dire, bien faire. Oui, il y a la clé du robinet, on ne détient pas. Hein? On n'est pas suffisamment, on n'a pas les reins suffisamment solides pour financer nos projets. Est-ce que les moyens ne se créent pas? On n'est pas obligé de... Oui, les moyens, je sais, les moyens ne se créent pas, mais le moins appelle le moins. C'est-à-dire que nous, on n'a pas les financements requis pour financer certains projets. Donc nous, on va rester tout le temps à attendre les financements. Non, ce n'est pas non, mais les financiers aussi n'apportent pas de gaieté de cœur. Hein. Ils amènent parce qu'ils ont un intérêt à gagner. C'est pour ça que c'est pour ça qu'ils sont obligés de venir. Mais
comme on est dans un environnement global et avec un environnement normalisé, alors on est obligé d'être regardant sur ce que cette communauté nous demande. Parce que si tout le monde, par exemple, arrive à faire comme Assimi Goïta en tout cas l'a annoncé, réduire le train de vie en commençant par lui-même, le bon exemple, peut-être qu'on aura les moyens nécessaires pour organiser des élections. Je vais donner un exemple très simple. En 2006-2007, le Mali, avec les Américains, ont commencé un projet, notamment le projet sucrier de Marcala. Ça faisait plus de 165 milliards de dollars. Et le Mali, évidemment, aucune entreprise malienne ne peut financer un tel montant. Il a fallu qu'il y ait le travail a continué jusqu'en 2010. Mais les Français ont mis les pieds dans les projets pour que ça ne se finance pas, parce qu'il y a même des producteurs de sucre. Donc on va être des concurrents. C'est pour dire que ce genre de projet ne peut pas être porté par un pays seul. On n'a pas suffisamment de solides financiers, de finances pour pouvoir financer ce genre de projets. Et ce sont ces genres de projets structurants qui permettent aux gens d'avoir du travail. Donc, pour avoir les moyens pour financer ce genre de projets, il faut qu'on soit regardant sur ce que la communauté internationale nous demande. Maintenant, le gouvernement, comme vient de dire mon ami de la CEMAS, alors, vous voyez, un gouvernement qui commence comme ça veut dire qu'il y a de très beaux draps devant. Le gouvernement va s'installer dans une certaine méfiance. Déjà, la CEMAS n'est pas contente. Donc le gouvernement n'est pas inclusif. Bon, c'est ce qu'il... Comme à l'écouter, c'est un gouvernement non inclusif. Or, ça a été dit, il faut que ça soit un gouvernement inclusif. Donc, c'est pour dire que, mais dans tous les cas de figure, en politique, il y a toujours des frustrés. Ça marche comme ça et ça va se consolider. Je sais que peut-être que le Premier ministre va peut-être prendre langue pour pouvoir essayer de gérer ces genres de frustration. Mais c'est déjà important de le savoir. Ce qu'il a dit, c'est important de le savoir. Ça va permettre aux membres du gouvernement, au Premier ministre ou même au président de la transition d'être alertés. Voilà. Alors, Seydina Omar Mega, le gouvernement est-il réellement inclusif? À écouter, à entendre ce qu'a dit Khalil Sarmoï Cissé de la CEMAS. L'inclusivité dont on parle, c'est-à-dire ne peut pas, voir le jour dans ces conditions-là. Pour moi, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est pas, en fait, c'est pas l'inclusivité qui importe ici. C'est de miser sur des hommes et des femmes capables de pouvoir gérer, chacun à son niveau dans son département. Exactement. C'est-à-dire, on était dans un système où c'était le leadership sans tenir compte des compétences. Quelqu'un qui a le verbe, qui sait parler, qui vient, il raconte sa vie, tout le monde applaudit, tout le monde est content et on pense que c'est la personne qu'il nous faut. Non. C'est-à-dire, on est arrivé à un système où, c'est-à-dire, il faut balayer ce système, aller vers un nouveau système qu'on appelle, c'est-à-dire, de la compétence vers le leadership. Alors, quand on regarde un peu la composition de ce gouvernement, comme je le disais tantôt, c'est que j'ai vu des hommes et des femmes qui ont ces compétences-là, à pouvoir gérer, à pouvoir remonter la pente, en réalité. Pour vous, quels seraient les défis qui attendent le nouveau gouvernement? Les défis aujourd'hui, sinon, ce à quoi le gouvernement doit s'attaquer, c'est en tout cas 2 choses, à mon niveau, ou sinon, maximum 3. C'est de s'attaquer aux réformes. De là dire qu'il nous faut 24 mois pour les réformes institutionnelles, politiques, administratives, assainir le fichier électoral, aller vers la composition d'un organe unique pour les élections à venir. Sans cela, c'est qu'on va aller vers, c'est-à-dire la formation d'un autre coup d'État qu'on va mettre en place. C'est la préparation d'un autre coup d'État qui va se faire sans aller vers les réformes politiques et institutionnelles, sans aller assainir le fichier électoral. En 9 mois, cela est possible? C'est bien possible. Rien n'est impossible. Et ces hommes que je vois aujourd'hui, tels que le professeur Ikassa à la tête des réformes, mais c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il a ses compétences. Au sein même de son parti politique, URD, mais c'est le monsieur qui a eu à travailler le plus sur ces réformes. L'URD a eu à faire des propositions. Au-delà, pas mal de gens ont eu à faire des propositions en ce qui concerne les réformes. C'est de mettre, c'est-à-dire tout le monde ensemble dans ce schéma-là et puis
prendre ce qu'il nous faut réellement, ce qui nous arrange, ce qui nous convient. C'est une cuisine interne. Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale pour gérer nos problèmes. Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale pour aller vers les élections. La communauté internationale elle-même, quand elle nous verra sur le bon chemin, elle est obligée de nous accompagner. Et de ce fait, il faut avoir les hommes qu'il faut, il faut avoir les compétences qu'il faut, il faut avoir l'expertise requise qu'il faut. Donc moi, je pense que les réformes sont possibles. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les préparations, en tout cas la préparation des élections législatives, présidentielles. Et pour cela, il faut cet organe unique. Il ne faut pas on centralise tout au niveau de l'administration territoriale. Et je pense que la CENI existe déjà. Il suffit de redynamiser, il suffit de donner le pouvoir, donner, c'est-à-dire cette CENI à des gens neutres dans ce pays. Il y en a plein d'hommes capables dans ce pays neutre qui ne font ni de la politique, ni de la démo... comment on appelle ça là On se rappelle quand même, voilà. On se rappelle quand même que le M5 RFP, au temps de Bandao, l'ancien président arrêté, en tout cas démis de ses fonctions, si je peux me le permettre, ils avaient posé quelques conditions. C'était notamment la mise en place d'un organe unique, si je ne me trompe pas, pour soutenir la transition, entre autres. Il y avait d'autres conditions qui avaient été posées. Sans même la satisfaction, sans être satisfait vraiment de ces conditions-là, le M5 RFP a déjà accepté la primature pour gérer la transition. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce que, puisque le M5 RFP dirige la primature, est dans le gouvernement, va accepter que l'administration territoriale, que la gestion des élections sorte des mains de l'administration territoriale? Oui, mais le M5 l'a toujours dit, il nous faut aller vers cet organe unique pour organiser les élections. Le M5 l'a toujours revendiqué. Je ne suis pas du M5. peut être rattrapé par la réelle politique, quoi. Si il ne s'applique pas, oui, ça peut être. Oui, possible. Mais j'en doute et je sais qu'ils vont le faire. Maintenant, le troisième point, c'est qui, je pense, doit être le premier point dès le départ, c'est le redéploiement de l'armée sur l'étendue du territoire. Le redéploiement des services sociaux de base, rapidement, dans un bref délai, et aller vers les populations. Faire revenir nos réfugiés qui sont hors de ce pays pendant des années. Depuis 2012, on a nos réfugiés qui sont au Niger, qui sont couchés ici en Mauritanie, au Burkina, ici. Allons vers les ramener chez nous. Vous voyez un peu. Donc, je me dis, il nous faut aller forcément vers ces réformes et c'est bien faisable en 9 mois. Et il nous faut aller vers cet organe unique des élections et c'est bien possible. En 9 mois, Khalil Sarmoin Cissé, concrètement, quelles sont les urgences? Qu'est-ce qu'aujourd'hui la primature, le Dr Chogola Koutouala Maïga doit tout de suite mettre en œuvre? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre à ça, il faut que je rebondisse un peu sur ce qu'a dit Seydina. Parce que ce qu'il dit, c'est extrêmement grave. Hein, quand il dit que l'inclusivité n'est pas importante. C'est votre point de vue. Hein. Ça, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que j'ai comme l'impression qu'il confond l'inclusivité et le partage des gâteaux. L'inclusivité n'est pas forcément le partage de gâteaux. Aujourd'hui, Choguel a besoin de toutes les forces vives de la nation. Il a besoin de tout le monde. Il a besoin de toutes les sensibilités. Dans un pays qui est divisé, pour ne pas dire à 90%, dire que l'inclusivité n'est pas importante, c'est grave. En plus de ça, vouloir faire tout ce qu'il a dit en 9 mois, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je m'explique. En 9 mois, il n'est pas possible de redéployer l'armée sur toute l'ensemble du territoire. Ça, c'est celui-là, ce n'est pas possible. Et il faut savoir aussi, pour redéployer l'armée, il y a des conditions. D'abord, qu'est-ce qui a été dit auparavant? C'est diligenter la révision de l'accord d'Alger. C'est la dissolution des milices. Vous pensez qu'on peut redéployer l'armée sans dissoudre les milices? On ne peut même pas dépasser Sévaré. Qui peut traverser le fleuve de Mopti? Amadou Kounfa est là, il est là avec ses hommes. Donc il y a des petits détails à régler. Et aussi il y a des partenaires qui sont de mauvaise foi avec le Mali. Il ne faut pas oublier que la France a décidé de suspendre, même demander la fin. Le président l'a annoncé la fin de l'opération Barkhane. La France a décidé effectivement de suspendre ses opérations conjointes. Ça c'est clair, donc il ne faut pas oublier tout ça, faire tout ça en 9 mois. Organiser les élections en 9 mois, ce n'est pas possible. C'est pour cela que moi j'ai dit,
il ne faut pas confondre la priorité et la nécessité. Aujourd'hui, au Mali, tout est nécessaire. D'où la refondation du Mali. On voit pratiquement sur tous les plateaux, on parle de refondation du Mali. Refondation, ça veut dire qu'il faut tout refaire. On ne peut pas tout refaire en 9 mois. Maintenant, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut urgemment, il y a des priorités. La première priorité, ça c'est la sécurité. Et la deuxième, dans le commandement du M5, les membres l'ont prôné, ça c'est la justice, la promotion de la bonne gouvernance. Et dans ça, ils ont parlé de justice pour la lutte implacable contre la corruption et justice pour les victimes. Donc le choix de Mamadou Kassogué se justifie peut-être pour vous? Bon, moi, je sais que j'ai dit d'entrée de jeu, je ne vais pas faire de commentaires individuellement sur les membres du gouvernement, mais je pense que dans les jours à venir, je vais le faire. Voilà. Maintenant, ce que je peux ajouter à ça, et par rapport aux priorités, il y a les réformes politiques et institutionnelles. Il y a ensuite l'organisation des élections libres et transparentes. Maintenant, vouloir forcément organiser les élections en 9 mois, libres et transparentes, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai dit... Vous êtes pour la prolongation de la transition? Non, je vais le dire. Je ne vais pas passer par le dos de la cuillère, je vais le dire. Moi, je suis pour la prolongation de la transition, mais avec des conditions. Quelles sont ces conditions? Ces conditions, c'est de voir aujourd'hui si le gouvernement a été mis en place, nous avons un nouveau chef d'État. Si jamais ces autorités de la transition jettent les jalons, les bases du changement, on pourra leur accorder une prolongation. Sinon, vouloir organiser les élections et jeter les jalons de la refondation du Mali en 9 mois, ce n'est pas possible. Et même le CNT aujourd'hui, il faut revoir le CNT. C'est pour cela que j'ai dit sur le précédent plateau avant de venir ici qu'il faut faire un diagnostic. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chef d'État, nous avons un nouveau PM, nous avons des nouveaux ministres. Il reste maintenant à revoir le CNT. Qu'en est-il du CNT? Certains membres du CNT ignorent leur rôle, alors que le CNT est l'organe le plus important de la transition. C'est les membres du CNT aujourd'hui qui font... Quand vous dites membres du CNT, vous pensez à qui et qui, par exemple? Non, beaucoup. Comme qui? Beaucoup. Comme qui, par exemple? Bon, je ne vais pas me mettre à nommer quelqu'un, mais moi, aujourd'hui, par exemple, j'étais sur un plateau, j'ai nommé notre ancien coordinateur, qui est Issa Kaoudjim, qui ignore carrément son rôle en tant que membre du CNT et vice-président. Quel devait être son rôle pour Non, vous? c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut que les membres du CNT comprennent aujourd'hui qu'ils ont un rôle législatif. Ils jouent le rôle des députés. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des propositions de loi, ils doivent voter des projets de loi et contrôler l'action gouvernementale au lieu de passer tout leur temps à crier de gauche à droite. On va maintenant rapidement parler de l'insécurité, mais surtout de la négociation avec les groupes armés dits terroristes. Le dialogue national inclusif l'a proposé. Alors, ça fait partie peut-être des raisons pour lesquelles la France a décidé de faire partir l'opération Barkhane, de la transformer en une alliance internationale, mais aussi à renforcer simplement la force Takuba. Alors, le nouveau gouvernement est mis en place. Assimi Goïta a pris l'engagement de mettre en œuvre les résolutions du dialogue national inclusif, parmi lesquelles il y a la négociation avec les groupes armés terroristes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est antinomique pour la France, mais est-ce que c'est antinomique pour vous? Bon, la France, c'est la France, le Mali, c'est le Mali. Moi, je pense qu'il faut poser le problème en ces termes. Ce qui arrange la France n'arrange pas forcément le Mali. Ce qui arrange le Mali n'arrange pas forcément la France. Mais bon, vouloir imposer son point de vue aussi, ça c'est de la dictature politique et dictature diplomatique. La France, ce qu'elle fait, c'est traumatiser nos autorités pour faire valoir ses points de vue. C'est un coup de bluff pour vous? Non, pas un coup de bluff même, c'est une dictature, c'est une forme de dictature. S'imposer à nos autorités comme si le Mali était un département de la France. C'est ça. Sinon, le problème est très simple. Iyad dont on parle, est-ce que la France réellement veut la tête d'Iyad? Vu tous les moyens que la France a, est-ce que la France veut réellement la tête d'Iyad? Si on prend l'exemple sur l'Angola, qui a eu les moyens d'éliminer physiquement le chef rebelle Savimbi, Jonas Savimbi, à travers le téléphone, est-ce que la France aujourd'hui n'est pas en mesure de faire la même procédure pour éliminer Iyad? Alors qu'est-ce qu'il faut négocier? Ça veut dire que la France, Iyad, c'est un faire-valoir de la France au Mali. Un faire-valoir pourquoi? Parce que tant qu'Iyad est là,
elle peut justifier sa présence. Et dire on va lutter contre les terroristes, on va lutter contre les djihadistes. Iyad n'est pas terroriste, Iyad n'est pas djihadiste. Si Iyad était islamiste, comme on le dit, les Saoudiens n'allaient pas le chasser. Pourquoi il a été chassé de l'Arabie Saoudite? Ça, c'est d'autres activités qu'il fait. Donc, moi, je ne peux pas les qualifier de terroristes, de djihadistes. Iyad, c'est un homme politique qui a des idéaux politiques. Peut-être maintenant, la forme d'expression, il faut trouver la manière pour pouvoir ramener ces brebis galeuses dans la grande famille. Maintenant, comment il faut le faire? Qu'est-ce qu'il faut négocier avec Iyad? Il nous revient, nous, Maliens, de savoir, d'élaborer des termes de référence pour pouvoir aborder ce monsieur-là. Il n'est pas français. Sur la base de quoi? Sur la base de la République. Et Iyad ne peut pas ne pas être avec la République parce que s'il est entre le Mali et l'Algérie, ça veut dire qu'on sait où se trouve Iyad. On ne veut simplement pas l'avoir. Maintenant, ce que la France fait, moi je dis c'est un coup de bluff. La déclaration de Macron hier, c'est un coup de bluff. Macron est totalement traumatisé par, je crois pas, la raclée qu'il a pris l'autre jour là. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui le réveil a été brutal parce que il voit qu'aujourd'hui son opinion n'est pas en phase avec lui par rapport à beaucoup de questions. L'opinion publique française n'est pas en phase avec lui, avec la politique du gouvernement français, le gouvernement impérialiste néocolonial français. L'opinion française n'est plus en phase avec lui. Maintenant, alors, pour le moment, Seydina Omar Meiga, quelle devrait être la couverture que le nouveau type de Malien doit porter pour faire face à ces enjeux géostratégiques, géopolitiques, mondiaux? Depuis un bon moment, le NTM s'était inscrit. L'idée même, le NTM, c'est un état d'esprit d'abord, le changement de comportement et de mentalité. On s'était dit, c'est parce que quelque part, a sonné pour le carrément, Mali. pour le Malien, pour les Maliens, pas pour le Mali. On ne peut pas avoir de Mali nouveau, comme je le disais tantôt, sans des nouveaux Maliens, sans qu'on échange et de comportement et de mentalité. Alors, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes crient par-ci, par-là, mais en réalité, ils n'ont aucune formation en réalité. C'est-à-dire, formation, il n'y en a pas. Ils ne sont pas instruits. C'est-à-dire, ce n'est pas venir parler seulement en réalité. C'est-à-dire, le nouveau type de Malien, c'est... Il ne doit pas ressembler à un Malien qui appelle la Russie à venir nous soutenir. Il peut, selon sa compréhension, sa lecture des choses, selon, c'est-à-dire, l'étude géopolitique, sa façon de comprendre cela. Bien évidemment, je ne suis pas contre. Hein. Chacun défend sa vision. C'est bien normal. Mais je me dis, mettons-nous au-dessus de tout ça. On est des Maliens. Iyadou, Amadou Koufa, on est tous des Maliens. Qu'est-ce qui nous empêche de négocier entre nos Maliens? Je ne vois pas. Comme il l'a dit, la France ne peut pas nous imposer. Le Mali est prêt à concéder, par exemple, l'application de la charia pour... Non, c'est des compromis. En fait, c'est de s'asseoir, discuter. Leur leader a eu un moment donné, quand Ablaye Idrissa était à la primature, il avait même créé un fonds spécial pour l'imam Mahmoud Diko, qu'on appelle le fonds de bon office, je pense bien. Mais l'imam avait commencé des démarches, aller vers hier pour négocier. Qu'est-ce qui nous empêche de revenir, amener l'inclusivité dont il parle? Je dis qu'on peut... L'inclusivité dont je parlais qu'on ne peut pas avoir, c'est au niveau du gouvernement. Mais le gouvernement peut travailler qu'il y ait l'inclusivité à tous les niveaux. Ça, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne la composition du gouvernement, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire l'inclusivité totale comme on le souhaite. Mais le gouvernement peut travailler à ramener tous les Maliens autour de la table. Aller vers l'imam, le dire, bon voilà, on crée les conditions, va voir notre frère Amadou Koufa, va voir notre frère Iyad, ramenez-les pour qu'on en discute, qu'on trouve un terrain d'entente, que cette tuerie-là cesse. Que cette tuerie-là cesse. C'est qu'il y a une opération militaire, certes, mais quelque part pour compléter, c'est-à-dire il faut une opération de sensibilisation, c'est-à-dire coopération totale entre nous et ces gens-là, qu'on s'asseye pour qu'on discute, qu'on ramène la confiance. Si la condition des groupes armés terroristes pour discuter avec le Mali, c'est tout simplement l'application de la charia au nord et au centre du Mali. Qu'est-ce qu'un TM, nouveau type de Malien, proposerait? Qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer la charia du moment où on est tous maliens? Certes, on est dans un pays laïque, il y a des chrétiens. Les chrétiens vont continuer à appliquer leur religion. Nous, mais dans la charia, par exemple... Mais pourquoi pas? Mais c'est question d'appréciation, de compréhension, en fait. C'est que j'en doute que ces gens-là imposent obligatoirement la charia. Il y a toujours une issue. C'est à l'issue des négociations qu'on peut avoir un compromis. Moi, je suis pour
dans un premier temps la pour négociation avec les djihadistes. Pour la négociation. Non, je suis pour. Pas pour l'application de la charia. Non, je ne suis pas pour l'application de la charia à 100%. Mais quand on appliquait la charia à Gao, votre prix de condiment, vous pouvez déposer ça devant votre porte, personne ne passait prendre. On a tous vu comment les gens étaient la conduite. Vous comprenez l'application de la charia, mais vous je comprends pas pour le Mali. Non, je comprends l'application de la charia comme une nouvelle éducation en fait. C'est comme ça, moi, j'ai compris le fléau, en tout cas le système. Mais j'apprécie, j'approuve qu'on aille vers, si la France veut, n'a qu'à plier le bagage qu'elle rentre, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce n'est que de la poudre aux yeux, leur histoire de retirer Barkhane. En fait, c'est dissous dans leur Takuba. C'est tout. Barkhane est là-haut, mais sous une autre forme, tout comme Serval était là, Serval est parti, Barkhane a pris la forme pour, en tout cas, qu'il y ait une uniformisation au niveau de la bande sahélo-sahélienne, telle qu'au niveau du Tchad, il y a Barkhane, au niveau du Niger, il y a Barkhane, Burkina, il y a Barkhane, juste ça. Maintenant, vu l'expression des Maliens aujourd'hui qui sont contre la politique française chez nous, ils ont compris qu'il faut changer de stratégie, il faut changer de fusil d'épaule, qui est maintenant de dissoudre Barkhane dans Takuba. Et s'ils veulent qu'ils prennent bagage. L'armée malienne doit maintenant prendre ses responsabilités et doit agir en conséquence. Khalil plutôt, hein, Sarmoï Sissé. Alors, la CEMAS est dans les négociations avec les groupes armés terroristes. Du gouvernement, en tout cas, cette fois, le gouvernement va enclencher le processus, puisque Assimi Goïta a donné le ton. Jusqu'où la CEMAS est prête à aller, pense pouvoir être prête à aller avec les groupes armés terroristes. Le Mali devait aller Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, au DNI, le dialogue national inclusif, personnellement, je l'ai dit. J'ai dit qu'il faut négocier avec tout le monde. Parce que je me souviens que c'est cette même France qui avait mis en garde nos autorités à échanger avec Yad ou avec Amadou Koufa. C'est ce que j'ai tout le temps dit et je le répète. Yad Agali est un Malien. Amadou Koufa, je pense bien, doit être malien aussi. Il faut appeler tout le monde. On nous demande de ne pas négocier avec Yad Agali et Sionté qui nous empêche de rentrer à Kidal. On nous demande de ne pas négocier avec Amadou Koufa. Il n'arrive toujours pas à capturer Amadou Koufa. Moi, je vais vous faire une petite anecdote. Quand Serval est intervenu en 2013, Serval avait 3 missions principales. La première, c'était de sécuriser à peu près les 3000 ressortissants français qui étaient sur le sol malien. La deuxième mission, c'était d'arrêter l'avancée des djihadistes. Et la troisième mission, c'était d'aider le Mali à retrouver l'intégralité, contrôler l'intégralité de son territoire. Et c'est la France qui nous a empêchés de rentrer à Kidal. Et quand la France a arrêté l'avancée, on va dire entre guillemets, des djihadistes à Konna, Yad Agali était là. Yad Agali, la France pouvait capturer Yad Agali en 2013. Parce que, pour ceux qui connaissent le Nord, il n'y a qu'une seule grande voie, un goudron qui mène. Quand tu prends Konna, c'est avec ce goudron que tu retournes. Et c'est avec ce même goudron que Yad Agali est retourné au Nord. Pendant que les Français étaient en route. Il y a d'autres voies. Je vous informe, parce que ça, c'est les témoignages des... À partir de Banza ou à partir de Gossi, tu peux bifurquer. C'est vrai, mais ça, c'est les témoignages. C'est les témoignages des autochtones de Konna. Yad Agali était là et la France pouvait bel et bien le capturer parce que les Français avaient... le matériel de ce que vous avez Est-ce que... Non, mais il y a les documentaires. Ils ont fait des témoignages. Je vous dis, Yad Agali était à Konna, ça, il n'y avait aucun doute. Un. De deux, même si nous, on n'était pas là, la France avait fait une intervention aérienne. La France pouvait bombarder Yad. La France pouvait capturer Yad. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi la France ne l'a pas fait? Il l'a dit, M. Diallo, parce que ça n'arrange pas la France. Même ce matin, j'ai accordé une interview à TV5. J'ai dit, le terrorisme n'est pas la raison de la présence française. Mais le terrorisme est le prétexte de leur présence. Donc c'est pour vous dire que ce qu'Emmanuel Macron a annoncé, pour nous, comme il a si bien dit, c'est de la poudre aux yeux. Barkhane, aujourd'hui, est composé pratiquement plus de 5000 hommes. Et quand Macron nous dit qu'il met fin à l'opération Barkhane et que ces mêmes éléments de Barkhane vont apporter des appuis techniques à Takuba, qui a proposé Takuba? C'est cette même France. Takuba est détenu par qui? Et proposé par qui? C'est la France. Mais il faut qu'il arrête, quoi. Parce que même quand vous regardez, vous faites attention à l'aménagement. Ne parlons même pas de Barkhane. La France est présente au sein de l'aménagement.
les commandements principaux de la MINUSMA sont détenus par des officiers français. Donc même si Berkane n'est pas là, la France est dans la MINUSMA, Takuba c'est la France. Donc il faut vraiment que le président français, dans le cadre des négociations, respecte notre intelligence. Dans le cadre des négociations avec les terroristes, quelle serait votre proposition pour... Non, bon, vous savez, pour le moment, on ne peut rien dire. Le plus important... Vous êtes pour ou contre la charia? Non, bon, pour ou contre... Non, moi je suis pour un État laïque. Ça c'est très simple. Je suis un musulman, je respecte ma religion. D'ailleurs, parlant de la CEMAS, beaucoup de gens disent que la CEMAS n'est constituée que de musulmans. Non, nous avons aussi des chrétiens. Nous avons nos frères chrétiens, ils ont leur religion, nous avons notre religion. Et c'est ce qui fait la beauté. Et ces chrétiens soutiennent l'idéologie de l'imam Mahmoud. C'est clair, parce que quand vous regardez la devise de la CEMAS, c'est foi, dignité, patrie. L'imam Mahmoud Diko est un imam. Mais je vous jure qu'il y a des chrétiens dans certains de nos bureaux. Par exemple, à Kati, nous avons beaucoup de chrétiens dans le bureau de la CEMAS de Kati. Parce que c'est la vision de l'imam. Parce que la vision de l'imam n'est pas forcément sa vision religieuse. C'est une personnalité influente, souvent qui donne des visions politiques. Donc ces chrétiens se reconnaissent dans ce que l'imam a fait comme combat et dans ce qu'il continue de faire. Donc c'est pour vous dire que, en ce qui nous concerne, nous sommes pour un État laïque, comme l'a toujours été le Mali. Donc pour clore ce débat, on va donner rapidement, on va faire un petit tour de table pour écouter les uns et les autres rapidement sur les perspectives de solutions pour sortir de cet imbroglio, de ces difficultés. Voilà, très rapidement. Oui, Aloudro, quand la France dit qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes, disons avec les islamistes poussés, comme l'a dit Macron, les islamistes poussés, mais j'ai souvent envie de rire. La charia, elle s'applique dans sa forme pure dans quel pays? Ce n'est pas en Arabie Saoudite. La France ne fait pas affaire avec l'Arabie Saoudite. Quand les Français vont en Arabie Saoudite, les femmes françaises, quand elles vont en Arabie Saoudite, elles se font voiler, comme les Saoudiennes. Pourquoi ne faut pas dire que bon, ce sont des pays islamistes, on ne va pas là-bas? Non, c'est juste une question de dictature. Je reviens encore sur le mot, c'est la dictature diplomatique que la France veut nous imposer. Et de façon... Dans quel intérêt? De façon partielle, totalement partielle. Au Tchad, on dit... Non, bon, il y a eu des problèmes, on va accepter la situation, d'accord. Au Mali, on dit non, on n'accepte pas. Une même situation pour deux pays différents, traitement différent. Ça veut dire que ça, c'est deux poids, deux mesures. Ça ne cloche pas, ça ne tourne pas rond. Donc, il faudrait que la France arrête de nous torturer, de nous traumatiser. On en a assez. On en a suffisamment souffert, maintenant ça suffit. On est totalement révolté contre cette situation. Maintenant, la perspective pour moi, c'est nous Maliens. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Japonais, c'est nous-mêmes. Qu'on aime notre pays. Merci beaucoup. Qu'on s'aime entre nous. Qu'on arrête de se tirer dans les pattes. Et qu'on se donne, comme le dit notre devise, un peuple, un but, une fois. Merci beaucoup Amadou Oumar Diallo. Seydina Oumar Maïga, rapidement, quelles sont pour vous les perspectives à venir? Qu'est-ce qu'il faut déjà, qu'est-ce que vous préconisez, si vous voulez, pour une meilleure gestion de la situation? C'est que les gens doivent se mettre au travail, surtout au niveau de la jeunesse, qu'on évite la part du gain facile. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la jeunesse part en vrille sans, voilà. C'est qu'on change de comportement et de mentalité. Je reviens et j'insiste là-dessus. Le comportement qu'on a aujourd'hui n'est pas digne du vrai Malien qu'on avait connu hier. Le comportement, la mentalité, la façon de voir, de faire les choses aujourd'hui qui ont poussé ce pays à être dans l'abîme aujourd'hui. Alors, on veut changer. Commençons par nous-mêmes. Comme nous, on a l'habitude de le dire, le changement commence par chacun. Si on veut avoir, sinon, faire de ce pays un beau pays, le pays hospitalier, ou bien comment dire, qu'on avait connu hier, c'est de changer de comportement et de mentalité. Merci d'aller beaucoup. vers le travail, travaillons.
sortons de l'appât du gain facile. Merci beaucoup, Seydina. Alors, Khalil Sarmoï Cissé, quel est votre dernier mot et surtout, qu'est-ce que vous préconisez pour le Mali, pour l'avenir du Mali? Merci beaucoup. Bon, comme dernier mot, je vais un tout petit peu répondre sur un point très important, peut-être en 1 minute, 2 minutes. Ça, c'est la question russe. Parce que personnellement, j'étais moi-même engagé dans un combat pour pousser nos autorités à renouer avec les autorités russes. Maintenant, à ce niveau, il faut comprendre que notre combat, ce n'est pas de prendre, ce n'est pas de chasser les Français et d'appeler les Russes pour venir nous coloniser. Chaque pays a besoin d'un partenaire sûr et certain. Aujourd'hui, bon, moi, l'ancien ambassadeur russe, Alexis Doulian, je l'ai connu. C'est des gens qui sont prêts à travailler avec nous, pas comme les Français. Ils sont prêts à travailler avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Ils ont toujours été des partenaires sûrs et certains. Donc, nous avons besoin de partenaires qui nous respectent dans notre dignité. Maintenant, comme perspective, moi, je préconise tout simplement le manifeste de notre parrain, qui est l'imam Mahmoud Dicko. Il avait dit, il a sorti un manifeste en début d'année. Donc, dans ce manifeste, il a tout dit. Il est temps vraiment que les Maliens mettent le Mali au-dessus de tout. C'est très important. Appeler au dialogue, ça c'est très important. Il faut un vrai dialogue national. C'est très important parce qu'il l'a dit. Qui rapproche les citoyens des autorités. C'est clair quoi. Il l'a dit, c'est lui-même proposé qu'on passerait entre l'armée républicaine et le peuple. Il s'est proposé à développer, à accompagner toute initiative visant à aider les jeunes à s'épanouir. Donc moi je mets ce manifeste en avant. Il faut que les Maliens se mettent ensemble comme un seul fils, comme une seule fille. Ok, merci. Sortir le Mali de ce gouffre-là. Merci. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Khalil Sarmoï Cissé. Vous êtes membre de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous remercions également Amadou Oumar Diallo, il est journaliste. Amadou Oumar Diallo, nous vous remercions d'être là. Le plaisir est pour moi. Alors Seydina Omar Meiga, vous êtes le coordinateur national de l'association NTM, Nouveau Type de Malien. Exact. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez donc suivi votre débat politique à l'Afia Hebdo. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD. Merci d'avoir suivi votre chaîne préférée à l'Afia TV. Bonne soirée.